Bienvenue sur le podcast des Montessori 7, Montessori à la maison. Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de 5 enfants instruits en famille. Ma mission, c'est d'aider les parents, les assistantes maternelles, bref, tous ceux que dans notre communauté nous appelons des souricettes, à mettre en pratique la philosophie Montessori chez eux, avec leurs enfants ou les enfants qu'ils gardent. Dans ce podcast, nous parlerons donc de pédagogie Montessori, mais aussi de discipline positive, d'instruction en famille, ce que l'on appelle aussi l'école à la maison, de co-schooling et de bien d'autres choses encore. En début d'année, je vous ai demandé quels étaient les sujets que vous aimeriez que je traite dans ce podcast. Et l'une d'entre vous, Audrey, m'a demandé comment organiser les journées en instruction en famille. Alors c'est un vaste sujet, mais j'ai quand même quelques pistes à vous apporter, surtout depuis plus de 10 ans qu'on fait l'IEF, l'école à la maison, l'instruction en famille, comme vous voulez. La grosse difficulté, pour vous parler aujourd'hui, c'est que, en fait, justement, dans l'instruction en famille, le principe de base, c'est qu'on fait comme on veut. Donc, ça va être à vous de choisir comment organiser vos journées en IEF. Et la grosse difficulté, c'est de sortir des schémas préconçus de l'école. C'est vrai que l'école, on a une vision très claire, très définie de ce que c'est. On démarre en général vers 8h, 8h15, peut-être 8h30. On finit autour de midi. Alors, ça peut être 11h30 pour les plus jeunes, 12h30 pour les plus âgés. Et puis, on reprend vers, mettons, 13h30 et on finit vers 16h, 16h30. Et puis, il y a eu tous les débats sur la semaine de 4 jours et demi, de 5 jours. Bon, on a une idée très claire de ce qu'est un temps de travail à l'école. Sauf qu'en instruction en famille, vous avez la liberté de faire ce que vous voulez. Et c'est vrai qu'entre l'unschooling, entre des pédagogies alternatives comme Montessori, Freinet, Steiner, Charlotte Mason, ou des cours par correspondance, eh bien, le système va forcément être différent. Le nombre d'heures consacrées aux apprentissages va être différent. Et quelque part, il va falloir trouver l'équilibre entre cette liberté phénoménale qu'on a dans l'instruction en famille. Vous pouvez décider d'avoir aucun horaire. Vous pouvez décider de ne travailler qu'1 heure par jour. Vous pouvez décider de travailler 7 heures par jour. Vous pouvez décider de travailler le samedi et le dimanche, ou vous pouvez décider de travailler du lundi au vendredi. Tout est possible. Donc vous avez une liberté phénoménale. Et en même temps, il est important pour les enfants d'avoir un cadre qui soit sécurisant, c'est-à-dire de savoir à quoi ils peuvent s'attendre dans une journée typique, standard. Et croyez-moi, après 10 ans d'expérience, les routines facilitent grandement les choses. Même dans l'unschooling, les routines ont leur importance. Donc je vais essayer, dans ce podcast d'aujourd'hui, de vous guider entre ce sentiment de liberté, vous ouvrir des portes, essayer de vous montrer tout ce qui est possible pour ne pas rester enfermé dans un schéma très scolaire. Et en même temps, vous parler de ce qu'on a fait comme choix, nous, de quelques autres choix qui existent pour que vous puissiez faire votre choix. Mon idée n'est absolument pas de vous dire voilà comment vous devriez faire, à savoir faire comme nous. Non, peut-être que vous ferez d'autres choix pédagogiques, il n'y a aucun problème avec ça, bien sûr. Mais justement, ça fait partie de vos choix pédagogiques. Et ça fait partie des choses d'ailleurs qui relèvent du dossier pédagogique que vous envoyez avec votre demande d'autorisation d'instruction en famille quand vous le faites pour un motif 4, à savoir une situation particulière propre à l'enfant. Donc normalement, quand vous avez fait votre demande d'autorisation, en tout cas pour un motif 4, vous avez déjà envisagé l'organisation du temps de l'enfant. Ça fait partie des choses qui sont requises. Donc justement, ça tombe bien, c'est en ce moment qu'on prépare les dossiers entre le 1er mars et le 31 mai. Donc j'espère que je vais pouvoir vous guider un petit peu pour faire vos propres choix. La première chose qu'il faut savoir, c'est que les enfants travaillent plus vite en instruction en famille qu'à l'école, en général. Ça peut prendre parfois le même temps, ça dépend, je dirais, de votre organisation, de la bonne volonté de votre enfant, etc. C'est là que les routines aident aussi beaucoup, parce que quand les choses sont routinières, il n'y a pas vraiment une question de bonne volonté ou de mauvaise volonté. Quand on a l'habitude de faire quelque chose, ça devient une habitude et on n'a plus besoin d'exercer de la force de volonté. Ça se fait tout seul. Quand on a l'habitude de manger tous les jours à midi pour le déjeuner, c'est facile. À midi, on a faim. Voilà, c'est comme ça. Quand on déjeune tous les jours à un horaire différent, c'est plus compliqué. Certains jours, on aura faim, certains jours, on n'aura pas faim. Dans tous les cas, réfléchissez bien à la durée que vont vous prendre les choses parce que ça peut être beaucoup plus court.
en IEF qu'à la maison. Par exemple, je considère qu'en primaire, on peut tout à fait ne travailler qu'une demi-journée par jour. C'est ce que nous avons fait. Avec les plus jeunes, surtout quand on avait des enfants plutôt au niveau maternel, on les faisait travailler plutôt 4 demi-journées dans la semaine, donc pas le mercredi. Et puis là, on est passé à 5 demi-journées pour nos enfants qui sont en niveau CP et CM1 cette année. Ça fait quelques temps qu'ils travaillent 5 demi-journées par semaine. Et puis au collège, bien, je trouve qu'il y a quand même beaucoup plus de choses à faire, il y a quand même plus de matière. Nous avons fait le choix pour notre aîné qui est en 4e d'un cours par correspondance. Il y a du travail, c'est un cours très exigeant. Donc là, effectivement, il faut passer un petit peu plus de temps. Donc chez nous, notre aîné travaille aussi les après-midi. L'année dernière, il travaillait 5 jours pleins dans la semaine. Alors c'était des petites journées. Il travaillait de 9h à midi et demi et puis de 14h à 16h. Donc ça lui faisait 5h30 de cours par jour. Ce qui faisait quand même un gros programme sur 5 jours. Mais notre déménagement avait eu lieu en septembre, donc il a démarré l'année un petit peu plus tard. Il avait démarré un programme d'anglais bilingue qui était très exigeant, donc il avait beaucoup de travail à fournir en anglais et aussi en français, parce que le niveau de français exigé était très élevé. Et donc il avait besoin de se mettre au niveau. C'était les cours Atmer, si vous êtes intéressé, qui étaient des cours de très très haut niveau et qui aujourd'hui ont fusionné avec les cours Legendre pour donner EIB à distance. Cette année, notre aîné travaille de 9h à midi et demi et de 14h à 16h, c'est ce qui était prévu en début d'année, mais pas le mercredi après-midi. Et puis récemment, on est passé de 14h à 16h30. Voilà, parce qu'il y a eu un peu plus de besoin. Il a été malade, donc même chose pour rattraper un petit peu le temps perdu pendant les semaines où il était malade. Et voilà, on a augmenté un peu le nombre d'heures par jour. Et ça lui permet de lui éviter de travailler pendant les vacances. Il a ses semaines de vacances comme tous les élèves en fait. Nos plus jeunes, eux, travaillaient jusqu'à il y a peu de 9h30 à midi et demi. Pendant très longtemps, en fait, je les ai fait travailler pendant 3 heures, de 9h à midi, ou de 9h30 à midi et demi. Et là, j'ai pris la décision très récemment de les faire travailler de 9h à midi et demi, donc un cycle de 3h30, parce qu'ils sont beaucoup plus curieux, ils ont envie de faire plein de choses. Et on manquait un peu de temps, disons pour faire plus de choses qui les attiraient en ce moment, en particulier la géographie culturelle. C'est leur gros truc en ce moment, ils y passent beaucoup de temps, ils travaillent pays après pays. Et ils avaient besoin de ces 3h30 à la suite. Donc ça, c'est un petit peu le rythme global sur la semaine. Ce que j'ajouterais, c'est que le rythme que nous avons choisi, bien évidemment, vous pouvez faire ce que vous voulez. Je vous explique juste pourquoi on a choisi de privilégier le matin. Déjà parce que c'est le début de la journée, donc comme ça, c'est fait, c'est une priorité. Parce que il y a cette routine du matin qui se met assez facilement en place. On se lève, on prend un petit déjeuner, on vide le lave-vaisselle, on débarrasse le petit déjeuner. Évidemment, on s'habille avant tout ça. Et puis donc, voilà, on se met au travail tranquillement. C'est aussi le matin que les niveaux de concentration et d'attention sont les plus élevés. Donc j'avais envie de privilégier ce temps-là pour les apprentissages. Mais je connais des familles qui ne travaillent que l'après-midi, qui travaillent sur d'autres rythmes. Des familles, par exemple, où c'est la maman qui fait l'instruction, mais cette maman travaille à mi-temps. Et donc les enfants travaillent avec elle quand elle n'est pas en train de travailler. Donc ce sont plutôt les après-midi, le mercredi, etc. Ce sont d'autres rythmes qui sont particuliers. On m'a demandé d'ailleurs récemment d'aborder la question de l'IEF quand on travaille à temps plein, ou pas à temps plein d'ailleurs. Donc c'est peut-être un sujet que j'aborderai dans un prochain podcast. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur Apple Podcast ou iTunes en évaluant ce podcast et puis en disant si ça vous intéresserait que j'aborde un sujet comme celui-là. Ce que j'ajouterais, donc, ce que j'allais vous dire, c'est qu'il est important de prévoir du temps aussi pour des sorties pédagogiques, par exemple, si vous voulez aller au musée ou si vous voulez rencontrer d'autres familles en IEF, parce que souvent les rencontres se font pendant ce qu'on appelle généralement les temps scolaires. Si vous voulez que vos enfants participent à des clubs avec d'autres enfants en IEF, souvent des familles se regroupent ou bien pour profiter des compétences de chacun, de chacune. J'avais l'habitude, lorsqu'on était en région parisienne, de faire des sorties naturalistes
avec une guide professionnelle qui faisait ça bénévolement parce qu'elle-même instruisait ses enfants en famille. Donc ça peut être des choses comme ça, où on profite des compétences de chacun dans l'association. Ça peut être aussi des sorties organisées avec des professionnels, des intervenants que l'on rémunère. Ou ça peut être des activités à l'année où on fait venir un intervenant, par exemple tous les mardis après-midi. En général, les intervenants sont très contents parce que ça leur permet de travailler aussi pendant les horaires où la plupart des enfants sont à l'école. Ce qui leur permet peut-être de faire des réductions aussi, enfin, il y a toutes sortes de possibilités. Et puis voilà, c'est l'occasion pour les enfants de rencontrer aussi d'autres enfants en IEF comme eux. En ce qui nous concernait, quand on était en région parisienne, on prévoyait vraiment une sortie pédagogique tous les 15 jours à Paris. On partait à la journée, on pique-niquait, on visitait des musées, on prenait des abonnements à l'année. Alors quand je dis Paris, ça pouvait être Saint-Germain-en-Laye, ça pouvait être différents endroits autour de Paris, en tout cas en région parisienne, mais on partait vraiment à la journée. Voilà, c'était notre rythme, une fois tous les 15 jours, c'était bien. On a changé de fonctionnement parce que maintenant qu'on est plutôt à la campagne, il y a beaucoup, beaucoup de choses à voir, hein, cependant, mais maintenant aussi que mon mari s'est reconverti, il est maintenant professeur, donc il a un rythme qui est différent aussi. Il est beaucoup plus là à la maison les après-midi. Disons qu'après 15 heures, en général, il est là. Du coup, l'après-midi, les enfants font plutôt des jeux de société, des Playmobil, des jeux sur l'ordinateur aussi. Ils invitent des copains après l'école, le mercredi, parce que la plupart de leurs copains sont scolarisés. Parfois, ils invitent des copains qui ne sont pas scolarisés, ils en ont aussi dans la région. Ou alors, ils vont faire des choses dans la nature, s'occuper de nos animaux, jouer avec nos animaux, en fait, surtout. Et on privilégie les sorties le week-end, en famille, tous ensemble. Ça nous permet d'avoir des périodes plus étendues pour sortir tous ensemble, parce que mon mari, lui, n'a aucune journée complète dans la semaine où il pourrait partir avec nous. Donc on s'arrange pour faire, je dirais, un peu les tâches de la maison, le ménage, le bricolage, des choses qu'on fait souvent dans les familles le samedi. Nous, on le fait plutôt en fin d'après-midi dans la semaine, et le samedi, on essaie d'en profiter pour faire des sorties au musée. On a moins besoin de partir à la journée aussi, parce que on partait à la journée parce que Paris était loin, hein, ça nous prenait du temps pour y aller, parce que les trajets en RER prennent tout de suite beaucoup de temps. Là, il y a beaucoup de choses qui sont à 20 minutes, à une demi-heure, donc on a moins besoin aussi de partir à la journée entière, on peut partir à la demi-journée. Donc voilà un petit peu notre rythme à l'échelle de la semaine. Et puis, ce que je voudrais aussi vous expliquer, c'est que notre rythme est différent depuis que mon mari s'est reconverti. Donc il faut savoir que moi, je travaille. Mon travail, c'est les Montessori 7. Je fais des formations en ligne, je fais du soutien à la parentalité, j'anime des ateliers de parents. Donc tout ça, ça me prend du temps. Et mon mari travaille aussi. Il a ses heures de travail et de présence au collège. L'année dernière, c'était au lycée. Il a aussi des heures de présence à la maison où il doit travailler, évidemment, préparer ses cours, corriger ses copies. Et il a énormément de travail parce que ce sont les premières années. Là, c'est la première année où il a 3 niveaux de collège, 5e, 4e, 3e, donc il a beaucoup de travail à fournir. Évidemment, ça va s'alléger un petit peu quand ses cours seront complètement préparés. Il n'aura plus qu'à faire des ajustements, corriger les copies, améliorer les choses, mais les bases seront posées. C'est comme ça, dans l'enseignement, on dit souvent que les profs ne font rien. Les premières années sont très très intenses, puis après ça se calme quand même un petit peu, même s'il ne faut pas sous-estimer le temps de travail passé à la maison, même quand les cours sont déjà préparés. Du coup, la façon dont on s'organise, c'est que notre fils aîné, il est très indépendant, il travaille essentiellement tout seul, il vient chercher de l'aide quand il en a besoin, pour faire des dictées, pour travailler l'anglais, mais globalement, il travaille en autonomie. Donc l'après-midi, il y a, je dirais, 2 temps. Le temps où mon mari est absent, il est au collège, et donc moi, je travaille dans ces cas-là dans la partie commune de la maison. Pendant ce temps-là, comme je vous le disais, les enfants, voilà, notre aîné travaille, les plus jeunes jouent, ils dessinent, ils prennent certains temps en commun avec notre aîné, par exemple pour préparer nos soirées des talents. Et puis, mon mari rentre, et donc ce sont les moments que je privilégie pour m'enfermer dans mon studio, par exemple, et enregistrer le podcast, comme maintenant.
Et pendant ce temps-là, c'est mon mari qui supervise tout en travaillant aussi, mais dans la partie commune de la maison. Donc on a cet arrangement-là. Nos plus jeunes enfants font des choses qui seraient considérées comme du travail à l'école. Par exemple, comme je vous le disais, dessiner, préparer des soirées des talents. Donc c'est préparer des exposés en fait, apprendre des poésies, des choses comme ça. Le temps qu'ils passent dans la nature, dans le jardin avec les animaux, le temps qu'ils passent à faire des jeux un peu sportifs, à faire un foot, tout ça, ça serait des temps scolaires. Mais je ne le compte pas dans les temps d'apprentissage formel. Voilà, pour nous, les temps d'apprentissage formel, ça n'est que le matin. Mais tout ça pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses à considérer. Et dans un dossier pédagogique, par exemple, évidemment, il va falloir mentionner ces choses-là, les temps de jeu collectif, sportifs, les temps artistiques, que vous ne considérez peut-être pas comme un temps d'apprentissage formel parce que vous n'êtes pas assis à une table et un bureau dans une salle de classe avec des horaires bien définis, mais ça fait partie des apprentissages des enfants. Voilà un petit peu comment on s'organise dans la journée. Alors, comme je vous le disais, nous, on utilise la pédagogie Montessori. Donc, on privilégie un temps de travail, ce qu'on appelle le cycle de 3 heures Montessori, qui est un temps de travail ininterrompu. Mais il y a plein de façons d'organiser votre temps de travail avec les enfants. Je parle vraiment des apprentissages. J'ai peut-être dit apprentissage informel, je parlais vraiment d'apprentissage formel, voilà, le matin. Vous pouvez imaginer un système d'emploi du temps avec matière par matière, avec des périodes très très courtes, comme on le fait dans la pédagogie Charlotte Mason, où on va faire 15 minutes de maths, 20 minutes de français, 20 minutes d'anglais. On change très souvent, très très souvent de matière, de domaine. L'idée, c'est de réveiller l'attention des enfants. Personnellement, je trouve que ça disperse beaucoup. Et en général, les enfants font leur travail le plus profond, le plus approfondi quand ils ont une plage de temps suffisamment longue à leur disposition. J'aime pas du tout, c'est personnel, vous faites ce que vous voulez bien sûr, mais je vous partage mon avis personnel, je n'aime pas du tout ce rythme très haché. Je pense que c'est très mauvais pour l'attention des enfants. Je pense que ça rejoint les difficultés que posent les réseaux sociaux, Internet, les écrans, etc., au niveau de l'attention des enfants. Parce qu'on change très souvent d'activité, et donc il y a des espèces de rush de dopamine à chaque changement d'activité. Et on n'arrive pas en fait à rester concentré longtemps sur un même domaine. Alors que vous voyez, voilà, ce podcast que je fais, il m'a pris plusieurs heures d'affilée. Donc il n'est pas encore tout à fait fini, ça va me prendre plusieurs heures au total pour faire ce podcast. Et si je devais me reconcentrer, y travailler par bribes de 15 ou 20 minutes et me reconcentrer à chaque fois, en fait, je perdrais énormément de temps. Et aujourd'hui, les études en termes de productivité montrent bien qu'il vaut mieux privilégier des blocs de temps dans le travail professionnel et des blocs de temps où on peut suffisamment avancer sur un projet que passer sans arrêt d'une tâche à l'autre. À chaque fois qu'on passe d'une tâche à l'autre, en fait, on perd du temps parce qu'il faut se déconcentrer de la première tâche et se reconcentrer sur la deuxième. En anglais, c'est ce qu'on appelle le context switching. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Peut-être la bascule de tâches, je crois. Et puisqu'on a fait toutes ces études au niveau professionnel, je pense qu'on peut quand même les appliquer aussi au travail des enfants, même si les enfants ne sont pas comme les adultes. Je pense que c'est dommage de passer sans arrêt d'un contexte à l'autre et qu'il vaut mieux privilégier des plages quand même un peu plus longues que cette pédagogie Charlotte Mason. Vous pouvez utiliser, donc comme nous, un cycle de travail de 3 heures avec une liberté de choix des activités. Ça, c'est plutôt un style montessorien. Vous pouvez aussi aller encore plus loin et faire de l'unschooling avec des temps qui ne sont pas forcément des temps d'apprentissage formels. Vous pouvez choisir aussi des apprentissages complètement informels. Tout est possible, en fait. Tout est imaginable. En ce qui nous concerne, comme je vous le disais, on utilise donc un cycle de 3 heures, qu'on a même passé à 3h30. À d'autres moments où les enfants étaient un peu plus jeunes, c'était des cycles de 2h30. Parce que je trouvais qu'on pouvait faire plus de choses en IEF en 2h30 qu'à l'école Montessori en 3 heures. Aujourd'hui, nos enfants ont vraiment des capacités de concentration plus importantes et ils ont des projets qui sont plus gros. Ils ont besoin de ce temps supplémentaire et ça se passe très bien. Donc, on choisit, nous, ce rythme-là, le cycle de 3h30, ininterrompu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de récré particulière.
il n'y en a pas spécialement besoin. En fait, quand ils perdent leur concentration sur un sujet, ils vont en faire un autre. Donc, et comme ils ont cette liberté de choix, ils n'ont pas la même fatigue qu'un enfant qui serait à l'école. Donc voilà, tout simplement, on se dispense des temps de récréation. À un moment donné, où ils avaient moins cette capacité de concentration, on faisait des temps de recentrage. Donc pas des temps de récré où ils allaient courir, plutôt des temps avec un peu de sophrologie, un peu de respiration façon yoga, des temps un peu de recentrage pour revenir en concentration. Et ça leur a permis de développer, justement, ces capacités d'attention et de concentration pour rester maintenant concentrés sur un cycle de 3 heures et même 3h30. Notre aîné, quant à lui, comme il a des cours par correspondance, on lui a fait un emploi du temps sur mesure. C'est-à-dire qu'on a regardé combien de temps ça lui prenait pour faire une semaine d'une matière donnée. Et puis ensuite, on s'est arrangé pour aménager son emploi du temps. Alors, 2-3 principes qui nous ont guidés, qui peuvent peut-être vous inspirer aussi. Pour les matières où il a besoin de peu de temps dans la semaine, peut-être qu'il a besoin que d'1 heure, par exemple en techno, en SVT, plutôt que de mettre un bloc d'1 heure dans son emploi du temps, on a privilégié 2 séances d'1 demi-heure. Alors vous allez me dire, ça rentre totalement en contradiction avec ce que je vous disais juste avant, de privilégier des périodes plus longues. En l'occurrence, ce que ça permet, c'est d'avoir plusieurs moments dans la semaine où il va revoir ce cours. Ça va lui permettre de revenir sur ce qu'il a vu pendant la deuxième demi-heure, il va revenir sur ce qu'il a vu pendant la première demi-heure. Et il va, comme ça, faire ce qu'on appelle de la répétition espacée. Le principe de la répétition espacée, c'est qu'on réactive régulièrement les apprentissages pour mieux les mémoriser. Il vaut mieux, si on doit apprendre quelque chose par cœur, il vaut mieux y passer 4 fois une demi-heure espacée sur 2 semaines qu'y passer 2 heures d'un coup au début des 2 semaines et de ne plus le réactiver ensuite. La mémorisation se fera beaucoup mieux si on prévoit des séances espacées. Donc, il fonctionne comme ça pour les matières où il a peu d'heures. On s'est efforcé aussi de garder le français et les maths beaucoup le matin, là où il est plus concentré, et puis de lui laisser des matières qu'il trouve un peu plus légères l'après-midi, des choses qu'il aime bien, des choses comme les arts plastiques par exemple. On a prévu le créneau de musique à un moment où on pouvait travailler tous ensemble, y compris avec mon mari, qui ne travaille pas à cette heure-là. On a aussi prévu pour lui des créneaux de préparation de nos soirées des talents, qui sont l'après-midi, où il peut faire des choses avec ses frères et sœurs, par exemple des petits sketchs, des choses à plusieurs, donc ça c'est assez sympa aussi. Bref, ces après-midi sont généralement un petit peu plus légères. Et puis on a prévu des temps de devoirs, parce qu'il a des devoirs, voyez ça comme des devoirs sur table, à rendre régulièrement. Donc on a prévu des grandes plages de devoirs. Là aussi, plutôt le matin. Enfin, il a 2 demi-journées, en fait, dans la semaine, où il peut faire ces devoirs-là. Donc voilà un peu comment lui s'est organisé. Ah oui, et puis pour les matières, au contraire, où il a besoin d'approfondir, comme le français, les maths, l'anglais, des matières qui lui demandent de toute façon plus d'heures dans la semaine, là, on fait des créneaux d'1 heure minimum, parfois un peu plus. Et on utilise aussi les visios qu'il a, parce qu'il a des visios d'anglais, il a des visios de français, il a des visios d'espagnol. On case ces visios à côté d'un temps de travail de la matière. Par exemple, il peut avoir une demi-heure de travail du français suivi d'1 heure de visio de français. Ça lui fait un bloc d'1 heure et demie sur le français. Ou il peut avoir une demi-heure ou 1 heure de travail d'anglais et une demi-heure de visio à la suite. Donc pareil, ça va lui faire un bloc d'1 heure et demie de travail de l'anglais. Voilà pour notre aîné, son organisation au collège. J'espère que ça peut vous inspirer. Ah, une petite précision aussi justement par rapport à lui qui est au collège. Souvent les cours commencent à donc 8h, 8h30 à l'école. Et c'est quelque chose que je vous invite à remettre en question et à adapter à vos enfants. On le sait, scientifiquement, on le sait, les adolescents ont un cycle circadien qui est un petit peu décalé. C'est-à-dire que naturellement, ils ressentent le besoin de se coucher un petit peu plus tard. Alors, ça ne veut pas dire 2 heures du matin, je précise quand même. Et de se lever un petit peu plus tard. Et donc, chez nous,
on a décidé que François travaillerait à partir de 9h le matin. Pas 8h, 8h15, 8h30, non, 9h. Et comme il est à la maison, il se réveille en général à 8h45. Il se réveille, il s'habille, il prend toujours sa douche le soir, donc il s'habille en 4e vitesse, il va avaler un morceau, boire un peu, et hop, il se met au travail. Il est prêt en un quart d'heure, donc son sommeil est un petit peu optimisé. Parce que naturellement, il a un sommeil un petit peu décalé. Il a besoin de pas mal de sommeil, donc il se couche entre 21h30 et 22h, et il se réveille à 8h45. Voilà. C'est un rythme qui est adapté à lui. Il n'est pas fatigué, il a suffisamment de sommeil, qui est souvent une grosse difficulté pour les adolescents au collège, au lycée, parce qu'il n'arrive pas à s'endormir trop tôt le soir. Bon là, notre fille, c'est quand même plutôt couche tôt. C'est souvent régulièrement 22h quand même son coucher. Mais il a quand même suffisamment de sommeil le matin, alors que la plupart des collégiens et lycéens, ils doivent se lever à 7h, qui est un horaire qui ne colle pas du tout à leur rythme. Et ils se retrouvent avec des nuits qui sont trop courtes, et le manque de sommeil est vraiment un drame chez les adolescents aujourd'hui. Ils sont tous en déficit d'au moins 1 heure de sommeil chaque nuit. C'est un peu la catastrophe. En revanche, nos enfants plus jeunes, eux, ils se réveillent plus tôt, et on pourrait démarrer à 8h. Là, c'est moi qui ai pas mal de choses à faire le matin. J'ai à m'occuper des animaux, je fais le tour des animaux. J'ai un certain nombre de choses à faire au niveau de la maison. Et donc, je ne souhaite pas qu'on démarre à 8h, je souhaite qu'on démarre à 9h. Mais eux, ils sont réveillés, ils ont le temps de jouer avant de travailler, donc ça leur convient très bien aussi. Eux, ils prennent plus leur temps pour leur petit déjeuner. Voilà, ils ont un rythme un petit peu plus cool le matin. Notre aîné, lui, c'est assez speed, mais c'est son choix. Comme il est grand, on a choisi ça avec lui. Je vous ai beaucoup parlé donc de notre collégien. En ce qui concerne les 2 plus jeunes, donc je vous ai dit qu'ils étaient en niveau CP et CM1, il y a plusieurs possibilités en lien avec la pédagogie Montessori. Nous, on a choisi d'utiliser un planning de travail, qui est je dirais la possibilité la plus fréquente chez les 6-12 ans en Montessori. On parle de planning de travail, on parle de contrat de travail. C'est vrai que planning n'est pas forcément le mot le plus adapté parce que on ne fixe pas des heures spécifiques, sauf pour la musique, pour qu'on soit tous ensemble pour la travailler. Et comme c'est un peu difficile à expliquer, on se retrouve parfois avec des rapports d'inspection bizarres. Cette année encore, on a reçu un rapport d'inspection de contrôle pédagogique qui disait que l'emploi du temps est négocié avec les enfants. Alors ça me fait un peu bizarre parce que non, en fait, l'emploi du temps n'est pas du tout négocié avec les enfants, il est imposé par moi. C'est moi qui impose qu'on travaille de 9h à 12h30. Mais en fait, ce que voulait dire l'inspectrice, c'est que la façon d'occuper ce temps de travail était choisie par les enfants, et pas négociée avec les enfants. Elle était choisie par les enfants et moi. Mais alors j'aime pas beaucoup parler de négociation parce que ça semble dire qu'on a des intérêts opposés et qu'on négocie. Allez, si, tu vas faire un peu de français, puis en échange, tu vas faire un peu de musique. Non, c'est pas comme ça que ça marche. L'emploi du temps est conçu, alors plutôt que l'emploi du temps, parlons du contrat de travail, il est conçu et prévu ensemble. Mais il ne s'agit pas d'une négociation. Je leur ai expliqué des grands principes d'apprentissage, par exemple le fait que quand on mémorise quelque chose, que ce soit les tables de multiplication, le son des lettres de l'alphabet, etc., il faut le travailler régulièrement. Il n'y a pas le choix. C'est comme l'écriture. Il faut le travailler très régulièrement parce que sinon on ne voit pas de progrès. Parce que le peu qu'on a progressé, on le perd les jours qui suivent. Donc c'est important, certaines choses, de les faire tous les jours quand on est dedans. Mais je leur ai expliqué. C'est quelque chose auquel ils adhèrent. Et donc ils comprennent qu'il y a certaines choses qu'on va travailler tous les jours. Tous les jours, on va faire du calcul. Ça peut être sous forme d'opérations posées, ça peut être des problèmes, ça peut être du calcul mental, mais tous les jours, il y aura du calcul. Tous les jours, il y aura de l'écriture. Alors ça, c'est surtout pour la plus jeune, parce que le plus grand, enfin celui qui est en CM1, Stanislas, il va écrire à travers différentes activités. Mais la plus jeune, elle va vraiment faire du travail d'écriture dans son cahier. Tous les jours, c'est comme ça. En revanche, on peut choisir de démarrer, et là ce sont les enfants qui choisissent, ils peuvent choisir de démarrer par le calcul, ils peuvent choisir de démarrer par l'histoire, ils peuvent choisir de démarrer par une dictée, ils peuvent choisir de démarrer par du dessin. Ça n'a pas d'importance. Ce qu'il y a, c'est qu'à la fin de leur cycle de travail, il y a certaines choses qui devront avoir été faites,
Et puis, ça laisse aussi une liberté pour leurs intérêts du moment. Je vous disais qu'en ce moment, ils étaient passionnés par la géographie culturelle. On y passe beaucoup de temps. Alors quand je dis on y passe, ils y passent beaucoup de temps chaque jour. Donc d'un côté, on profite à fond des centres d'intérêt des enfants pour aller au fond d'un domaine. Vraiment, on va approfondir, on va aller au fond des choses. Ils vont aller très loin dans ces domaines. Pour vous donner des exemples, notre fils de CM1 sait qu'au Danemark, il y avait des Vikings, sait qu'au Mali, on mange du riz wolof, qu'il y a des espèces de bardes, si on veut, qui s'appellent des griots, des musiciens. Il sait où se trouvent tous les pays d'Europe, en fait, la Slovénie, la Biélorussie. Il sait les placer sur une carte. Il sait qu'au Portugal, on a une pâtisserie qui s'appelle les pastéis de nata. Donc, vous voyez la culture qu'il a acquise. Et tout ça, il l'a appris en un mois. Voilà, ce sont les découvertes du mois dernier. Quand on profite des centres d'intérêt d'un enfant, on va très, très, très loin. À l'inverse, si je lui imposais depuis 3 ans d'étudier un nouveau pays chaque mois, on serait sans doute pas allé aussi loin. On aurait ramé, en fait. Donc là, ça carbure parce qu'il est passionné, il est enthousiaste. Il court du puzzle à ses fiches de géographie, avec un livre sur les drapeaux pour tracer le drapeau de chaque pays. Il est à fond là-dessus. Et sa petite sœur aussi. Donc, on profite des centres d'intérêt des enfants et en même temps, on préserve les basiques, les choses qu'il ne faut pas oublier. Notre fils qui est en CM1, Stanislas, il maîtrise les 4 opérations, là, il va en faire régulièrement. C'est important que tous les jours, il fasse un peu de calcul pour ne pas oublier. Vous avez sûrement déjà observé ça chez des enfants scolarisés qui, pendant les vacances d'été, ne font plus du tout d'opérations et à la rentrée, ils ont tout oublié. Il faut le leur rappeler, tous les profs le disent bien. Au retour de chaque vacances, il y a plein de choses qui ont été oubliées. Donc ça, on entretient. 2-3 petites choses que je voudrais rajouter, c'est que ça peut être très précieux d'avoir une routine de début du temps de travail et une routine de fin. Ça peut être des choses très simples comme mettre à jour la poutre du temps Montessori. Ça peut être de chanter une chanson. Il y a plein de possibilités. Et puis, autre grande chose, c'est que je trouve qu'avoir de la régularité dans les horaires, ça aide énormément. Parce que du coup, il n'y a pas de question. Justement, il n'y a pas de négociation. On ne se dit pas « Non, mais aujourd'hui, j'ai pas très envie. » Non, mais en fait, il est 9h, donc on y va, c'est tout. Il n'y a pas de discussion. La question ne se pose pas. C'est pas à 9h, tiens, si on y allait. C'est hop, ah bah il est 9h, on y va, les enfants. Et ils ont cette habitude. Donc, quand les routines sont bien installées, les 3/4 du travail sont déjà faits pour préserver le cadre et la discipline. Les routines sont un outil vraiment très, très précieux. Ce que je voudrais vous dire aussi, c'est que là, ça fait déjà une demi-heure pourtant que je parle, et pourtant je ne fais que frôler la surface de tout ce qu'on peut faire pour organiser ces journées en IEF, de tous les détails. Ce sont des choses dans lesquelles je vais un petit peu plus en détail dans l'accompagnement des Montessori 7, qui est un accompagnement à l'instruction et à la parentalité Montessori. Et entre autres, je donne énormément d'informations pour l'instruction en famille. Et vous y trouverez entre autres beaucoup de choses sur l'organisation du temps. Par exemple, toute une liste de rituels possibles pour le matin ou le soir. Il y a tout un chapitre sur la notion de planning et de plan de travail. Comment en choisir un. Et puis comment le mettre en place, l'afficher pour les enfants, avec plusieurs solutions que je vous propose, avec un tableau magnétique, avec des tableaux Trello sur ordinateur, avec des fichiers Word, avec des fichiers Kanban, enfin il y a plein de possibilités différentes pour mettre en place votre propre planning ou votre plan de travail avec les enfants, votre contrat de travail. Toute une leçon sur comment adopter de nouvelles habitudes, comme par exemple l'habitude d'aller travailler tous les jours. Je vous montre aussi comment je vous mets dans l'accompagnement une poutre du temps Montessori que vous pouvez télécharger, que vous pouvez utiliser avec vos enfants tous les jours. Et puis, je vous fournis des petits plannings hebdomadaires de l'IEF pour programmer vos leçons Montessori ou pour programmer toute autre chose si vous le souhaitez. Je vous fais visiter aussi notre espace de travail, comment l'organiser, etc. etc. Enfin,
il y a un milliard de choses, et ça n'est qu'une rubrique. De l'accompagnement, vous en avez plein d'autres sur le langage et la grammaire, sur la conjugaison, les langues étrangères, la géographie, l'histoire, la découverte de la nature, l'art, la musique, les sciences, l'artisanat, les loisirs créatifs, l'informatique et les technologies, sur la parentalité, beaucoup de choses sur la parentalité, le sommeil des enfants, le co-schooling, enfin bref, voilà. C'est incroyablement riche et ça ne fait que s'enrichir mois après mois. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil dans l'accompagnement des Montessori 7, le lien est dans les notes de cet épisode. En plus, l'avantage c'est que vous pouvez me poser toutes vos questions et j'y réponds 2 fois par mois dans des séances de questions-réponses en direct où on peut échanger et où je peux vous proposer des réponses complètement individualisées à vos problématiques. Et j'avais une question complémentaire qui m'a été posée par Léa sur la gestion des imprévus qui changent le rythme justement de l'IEF. Et Léa me disait, je pense à la visite d'un tiers pendant quelques jours par exemple. J'ai souvent trouvé qu'une simple visite de quelques jours, même d'une seule personne, désorganise énormément le quotidien. Alors je me demande comment garder son rythme malgré des changements prévus ou non. Effectivement, il y aura toujours des imprévus, ça c'est sûr. Les maladies, par exemple. Maladie des enfants, mais parfois maladie de vous-même aussi. Donc c'est bien quand les enfants sont autonomes et peuvent quand même faire des choses quand vous êtes malade. Moi, ça m'est arrivé de poursuivre l'IEF, en particulier quand j'étais enceinte. Pour mes dernières grossesses, j'étais très très malade enceinte. Et j'étais dans mon lit, avec les enfants autour de moi, en train de travailler. C'était un peu spécial, mais pendant les périodes où j'étais au plus mal, ça marchait bien. Eux, ils continuaient quand même à travailler avec moi. Effectivement, donc ces imprévus-là, les maladies, c'est à part, mais on peut avoir des gens qui viennent nous rendre visite, et effectivement, je suis tout à fait d'accord, ça perturbe beaucoup. Je pense qu'il y a 2 possibilités pendant les visites, en cas de visite. Premièrement, on peut décider, clairement, le poser dès le départ, qu'on va faire une exception, que ça va être une journée blanche. Peut-être qu'on va faire une sortie pédagogique, par exemple, avec la personne qui nous rend visite. C'est l'occasion de découvrir un peu plus notre région, donc on fait découvrir notre région aux visiteurs. Et en même temps, les enfants en profitent pour apprendre des choses. Je vois près de chez nous, par exemple, il y a un musée de la montagne, un musée de la cerise. Il y a des paysages qui sont absolument magnifiques. On peut faire de la géologie, on peut observer des choses dans la nature. On peut faire toutes sortes de choses. Ça, c'est un peu la première possibilité, c'est accepter dès le départ que ce ne sera pas une journée, disons, de travail formel. Voilà. Mais ça n'empêche pas de faire des apprentissages informels. Ou alors, une autre possibilité, puis vous allez avoir tout un continuum entre les deux. Une autre possibilité, c'est d'expliquer aux visiteurs que les horaires, ce sont les horaires, et qu'on va travailler de telle heure à telle heure, et proposer des règles s'ils veulent observer le travail des enfants. Les règles qui sont généralement proposées dans les écoles Montessori, qui accueillent très souvent des visiteurs, c'est de ne pas faire de remarques, d'observer, en général on leur demande d'observer sur la chaise de l'observateur. Il y a une chaise qui est prévue, où l'adulte qui vient observer reste assis et peut observer toute la classe de cet endroit-là. L'idée, c'est de ne pas intervenir, de ne pas faire de remarques, de ne pas faire à la place des enfants, même si c'est pour les aider. Et puis d'adopter autant que possible le silence, le chuchotement, de ne pas faire trop de bruit dans ses gestes quand on pose son manteau, etc. Mais j'avoue, ces règles sont parfois difficiles à faire comprendre à des adultes qui ne sont pas du tout sensibilisés à la pédagogie Montessori. Alors moi, je vous parle de ces règles pour un environnement de travail Montessori. C'est évident que si vous travaillez autrement, façon Charlotte Mason par exemple, ou Steiner, ou Freinet, vous allez pouvoir intégrer peut-être le visiteur dans le travail du jour. Il y a plein de choses qui sont possibles. Je vous parle de mon expérience qui est plutôt montessorienne. Et c'est vrai qu'avec des gens extérieurs, ça peut être des grands-parents, des oncles et tantes, des amis, la règle de chuchoter est souvent très difficile à faire comprendre. Mais bon. Et la règle de ne pas intervenir aussi peut être très difficile. Surtout les grands-parents qui sont habitués à un certain mode d'instruction ou d'éducation. Et s'ils voient un enfant qui n'arrive pas à faire quelque chose, ils vont lui dire « Tiens, c'est comme ça qu'on fait ». Alors qu'en Montessori, il y a un système d'autocorrection qui joue ce rôle-là auprès des enfants. Et puis, s'il y a d'autres enfants qui viennent rendre visite, on peut les inclure dans le travail Montessori. Ça, c'est tout à fait possible. Dans le travail Montessori ou pas, d'ailleurs. On peut les inclure dans les activités un petit peu plus extérieures, on va dire. Ça peut être dans les activités sportives, les activités artistiques, mais aussi dans le travail Montessori.
Moi, j'ai déjà inclus des neveux et nièces qui nous rendaient visite ou des amis dans le travail Montessori en leur présentant des activités. Et j'ai déjà vu des neveux fascinés pendant 1h15, 1h30 sur une seule activité, sur la même activité. Et plus ils grandissent, je dirais, plus ils peuvent facilement s'intégrer aux activités plus larges des grands. Quand je vous parlais de géographie culturelle avec mes enfants, c'est un travail de grande ampleur. C'est-à-dire qu'ils choisissent un pays, ils le prennent sur le puzzle, Montessori qui correspond, ils reportent son contour sur une fiche, ils colorient en bleu les mers autour, ils placent la capitale, ils trouvent le nom de la capitale, donc souvent ça leur nécessite d'utiliser un autre puzzle qui a le nom des pays, le nom des capitales. Ils vont rechercher dans un livre le drapeau qui correspond à ce pays, et puis ensemble on va chercher des images sur internet qui correspondent au pays, ils les découpent, ils les collent et ils écrivent le nom de ces images, et ça leur fait une fiche sur la géographie de ce pays. Ça c'est quelque chose dans lequel on peut très facilement inclure d'autres enfants que ça intéresserait. Donc tout ça, c'est possible pour gérer un petit peu les imprévus. Je dirais que c'est comme tout, hein, il faut accepter l'imprévu. De toute façon, l'imprévu arrivera, c'est forcé, il y a des imprévus qui arriveront. C'est tout ce qu'on peut prévoir, qu'il y aura des imprévus. L'idéal, c'est d'essayer de faire en sorte que les imprévus restent une minorité, de garder une atmosphère de routine. Et ça, on le sent généralement bien quand on est parent. On sent bien qu'il y a un moment où la routine s'est mise en place, puis un moment où, là, il y a trop d'entorses à la routine. Il y a eu trop de maladies à la suite. Souvent en hiver, ça devient un peu plus compliqué. Il y a eu trop de visites à la suite. Il y a eu trop de sorties parce qu'il y avait des occasions. Il y avait un atelier IEF avec telle personne. Il y avait une exposition qu'on voulait absolument aller voir. Et on sent qu'on a fait trop d'exceptions et que c'est bien de revenir à une routine. Parce que je vous assure, hein, c'est vraiment mon expérience et c'est l'expérience de beaucoup de mes stagiaires qui rejoignent justement l'accompagnement avant de discuter de tout ça avec moi et qui me disent mais je m'en sors pas parce que les enfants ne se mettent pas au travail le matin, on a un rythme qui est trop chaotique, ils n'arrivent pas à s'y mettre. C'est vrai que là souvent les routines apportent énormément. Bon, j'espère quand même vous avoir fait un bon tour. En plus, je sais que je parle très vite aujourd'hui parce que j'avais beaucoup de choses à vous transmettre sur comment organiser ces journées en IEF. Si vous avez envie d'aller encore plus loin, de discuter de votre propre aménagement, de votre propre organisation, n'hésitez surtout pas à rejoindre l'accompagnement, notre communauté sur abonnement mensuel. C'est vraiment un environnement précieux, une communauté précieuse. J'ai une amie qui s'est mise à l'IEF et son mari lui a dit tout de suite pas de souci, mais alors tu prévois tout de suite l'abonnement à l'accompagnement d'Anne-Laure parce que tu vas en avoir besoin. Je suis OK pour l'IEF, mais tu vas avoir besoin d'être accompagnée. Reste pas toute seule. Donc voilà, ils ont tout de suite prévu le budget pour l'année d'accompagnement, pour l'IEF de leurs enfants l'année prochaine. Voilà, je trouve ça formidable. Pas seulement parce que c'est mon accompagnement, hein, mais je trouve ça formidable de ne pas rester seule, en fait. Et parfois, c'est difficile de se trouver une communauté. On trouve facilement des communautés d'autres familles qui font l'instruction en famille, mais de trouver une communauté qui veut le faire avec la pédagogie Montessori, souvent, c'est un peu plus dur. Donc, ces endroits, comme l'accompagnement, sont très précieux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode du podcast. À très bientôt, votre petite sourisette, Anne-Laure.